le jeu va permettre de faire un pas de côté et d'éviter de faire un focus. Si je commence une réunion ou un temps de travail en disant bah, voilà, on va travailler sur le harcèlement, bon, ça peut voilà, faire peur à des gens. Et si on a une approche plus ludique, ça va détendre un peu les choses. Alors, bonjour Thomas, je suis contente que tu aies accepté de m'accueillir ici. Mais avec plaisir. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter un peu? Ah oui, alors je suis Thomas Quentin, je travaille à la région Bourgogne-Franche-Comté, à la délégation à la modernisation de l'action publique. On travaille en fait en intelligence collective, en amélioration continue, que ce soit avec des managers ou des agents de la collectivité, pour voilà, travailler autrement, proposer des choses qui produisent autre chose, éviter d'être centré sur nous-mêmes et d'aller chercher les réponses à nos questionnements, à nos dispositifs, aux personnes qui vont l'utiliser ou qui vont les concevoir. C'est mon métier principal. Je suis également formateur occasionnel et puis je facilite par l'approche ludique, donc on peut utiliser le terme de game designer, sur des jeux sérieux et puis des fois à mon propre compte sur des jeux purement ludiques. Tu peux me dire un peu c'est quoi ton parcours et en fait comment tu es devenu serious game designer? Je ne sais pas si on devient serious game designer, mais alors mon parcours, moi j'ai commencé par en fait la recherche. Donc j'ai un parcours de biologiste, neuroscientifique. Donc voilà, je travaille sur le cerveau, les addictions, on va dire, le transport vésiculaire et les ischémies cérébrales. Donc j'ai un doctorat et puis j'ai fait donc à Caen, à l'université de Normandie. Et puis j'ai fait un post-doctorat aussi à Pierre et Marie Curie, donc à Paris. Et après, la recherche c'est un peu particulier, c'est un peu bouché en France, ou alors il faut partir à l'étranger. J'avais des enfants, donc je me suis réorienté, puis je suis arrivé donc à la région Bourgogne-Franche-Comté, où en fait je traitais des dossiers de subvention pour la recherche. Et puis après, j'ai changé, je suis arrivé à la démo, donc la délégation à la modernisation de l'action publique. Donc ça, c'était une première porte d'approche du game design par le côté professionnel. Et puis l'autre porte, c'est par passion, on va dire. Moi, je joue beaucoup, je fais beaucoup de jeux de rôle. Et puis, j'ai la chance de connaître une personne qui s'appelle Étienne Galmiche, qui est formateur, qui a une boîte de formation. Et puis, on s'est dit, tiens, ce qui nous rassemble, il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent, en tout cas les jeux. Et là, on a commencé à se dire, voilà, on pouvait détourner des jeux existants du commerce pour approcher des questions de cohésion d'équipe, de communication. Voilà, il y a différents sujets. On a même écrit un petit livre là-dessus avec une autre personne qui s'appelle Claire Soloni. Donc on a commencé comme ça et puis peut-être que bientôt on pourra même créer une boîte d'édition de jeux sérieux. C'est une ambition qu'on peut avoir. Oui, ça pourrait être cool ça. Ouais. Quels sont les avantages selon toi à utiliser les jeux dans le cadre de sujets sérieux? Alors, il y en a plusieurs, ils sont nombreux. Déjà, le support, il est différent. Voilà, donc ça c'est indéniable. On est face à un support qui n'est pas un PowerPoint, qui n'est pas quelque chose un livre, voilà. Donc c'est souvent des supports qui sont interactifs. Donc déjà, l'esthétique peut-être peut être attirante. Voilà. Selon les jeux, il y a une interaction qui se fait avec les différents participants ou joueurs, selon comment on veut les appeler. L'avantage du jeu, je trouve, spécifique au jeu, c'est que quand on joue, et ça c'est hyper important, on est dans une sorte de bulle, donc on va jouer, on va se concentrer sur ce moment de jeu, et c'est pour ça que souvent on va avoir des phases de débrief derrière, parce que les gens quand ils jouent ils sont concentrés sur ce qu'ils font, et des fois ils ne réalisent pas forcément ce qu'ils font, les sujets qu'ils abordent, et quand on va débriefer, on va voir avec eux que si, ils ont travaillé par exemple sur le harcèlement en jouant, ou sur l'égalité femmes-hommes, ou sur différents sujets. Donc le jeu va permettre de faire un pas de côté, et d'éviter de faire un focus. Si je commence une réunion ou un temps de travail en disant bah, voilà, on va travailler sur le harcèlement, bon, ça peut voilà, faire peur à des gens, et si on a une approche plus ludique, ça va détendre un peu les choses. Voilà, ça c'est indéniable. Et puis parfois sur certains jeux, sur de la ludopédagogie, on va avoir des systèmes d'ancrage qui sont plus efficaces qu'un simple cours avec des slides affichés. Alors, il y a beaucoup d'autres paramètres, ça serait trop long peut-être de tous les expliquer, mais c'est déjà
déjà les choses à prendre, l'esthétique, l'interaction, l'ancrage, voilà, l'apprentissage en quelque sorte. Et puis le fait d'être, pour moi ça c'est important, d'être un peu de côté, d'être dans une bulle, d'être protégé en fait par rapport à l'extérieur, et on va pouvoir se concentrer en jouant sur des sujets qui peuvent être assez compliqués. C'est quoi la différence entre la gamification et la ludification? Ça c'est une très très bonne question. Alors j'utilise peu le terme ludification, mais gamification ou approche ludique. Alors pour moi, la gamification c'est qu'on va aller prendre des mécaniques ludiques qu'on va aller apposer sur un produit ou un service. Alors souvent la gamification elle a un but commercial, mais pas que, mais c'est souvent le cas. Donc on va utiliser quelque chose qu'on fait dans tous les jours, mais on va intégrer du ludique dedans. Par exemple, si vous devez créer un guichet pour recevoir des gens qui veulent percevoir le RSA, hein, là on est sur quelque chose qui peut être gamifié. Alors c'est très rare parce que c'est pas du tout commercial, mais leur dire voilà, ils arrivent, il y a une sorte peut-être de jeu, une attente qui permettent d'avoir plus d'interaction avec eux. Voilà. Donc la ludification, pour moi c'est la même chose que la gamification. Mais quand on veut créer quelque chose de ludique, on peut, si on crée un serious game par exemple, on ne va pas gamifier le produit ou le service, on crée un jeu. Donc ça c'est une approche complètement différente. On crée un jeu concret, donc la personne va jouer, elle sait qu'elle va jouer. Alors que si la personne arrive pour demander son RSA et qu'on a gamifié quelque chose, elle ne sait pas qu'elle va jouer. Ouais. Donc pour moi il y a aussi une transparence qui est importante là-dedans, et dans la différence de ces deux approches qui doivent être faites au tout début d'ailleurs de la conception, quand on doit faire l'un ou l'autre. Quelles sont les thématiques que tu as pu aborder avec les serious games, enfin ceux qui te reviennent en tête, on va dire? Ouais. Il y en a une principale, c'est la communication. Il y a pas mal de jeux qui existent ou qu'on détourne, qui vont travailler sur la communication entre les gens. La communication dans le sens comment j'arrive à m'exprimer, ça c'est une première chose, ou comment je fais pour m'exprimer mais avec des contraintes, ça c'est autre chose. Et puis là ce qu'on va tester aussi bientôt, c'est on a un sujet de travail qui est la communication coopérative. Ouais. Donc comment on communique pour mieux coopérer ensemble, en équipe, dans des projets, ce genre de choses. Donc il y a un gros volet communication. On a travaillé sur les émotions, on a travaillé également, il y a pas mal de jeux qui sont sur l'écologie. Donc ça c'est une thématique importante parce que ça cristallise aussi des choses. On a testé un jeu, là on ne l'a pas conçu, mais sur avoir une approche économique pour savoir ce qu'on doit investir pour diminuer son empreinte carbone, par exemple. Donc il y a des choses comme ça. Il y a des jeux sur le management aussi. Donc ça c'est intéressant, où les managers vont se poser des questions sur leur posture, sur comment résoudre certaines situations difficiles. Donc on les met dans une immersion qui n'est pas la leur, pour éviter qu'ils soient confrontés à des choses trop réalistes et donc qui les bloquent. Voilà, c'est déjà pas mal. Il y en a beaucoup d'autres, mais la communication c'est un grand volet. Souvent. Vous utilisez beaucoup du coup tout ce qui est serious game à la région? Oui, alors quand on regarde l'état des lieux des serious games, et en fait il n'y en a pas tant que ça, des bons en tout cas, il y a beaucoup de mauvais serious games, ou en tout cas on peut appeler serious game qui est quelque chose qui n'est qu'un support. Souvent c'est le cas des cartes avec des choses dessus, mais il n'y a pas de jeu en fait. Donc on va utiliser certains serious games qui sont très bons, il y en a quand même, mais puis détourner des jeux ludiques existants, des fois c'est mieux, parce que les gens qui ont créé les jeux ont déjà réfléchi à tout ça, à l'interaction, etc. Et il y a juste à changer un petit paradigme, et ça peut être très très simple, pour aller questionner une thématique particulière. Quelles sont les étapes principales pour créer un serious game? Ça c'est une vaste question. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est déjà se poser la question, alors un serious game, on va créer un jeu. Donc on n'est pas dans la gamification, on crée un jeu vraiment. Donc la première chose c'est
voilà, c'est quoi la thématique, hein, quelle thématique on va aborder et quels sont les points de vigilance qu'on peut avoir sur ces thématiques. La chose à bien identifier, je trouve, au tout début, c'est les objectifs, parce que on va avoir un objectif du concepteur du game design, c'est-à-dire lui, qu'est-ce qu'il veut en retirer, quelle expérience il veut faire vivre, on va dire, ou les choses, les points à sensibiliser par rapport à ses joueurs et ses joueuses. Donc ça, c'est quelque chose d'important, c'est l'objectif je l'appelle moi du concepteur ou de la conceptrice. Et l'autre objectif, c'est l'objectif des joueurs et joueuses. Et ça, c'est souvent mis de côté, c'est-à-dire qu'on va faire jouer les gens à un jeu. Donc il faut que les gens qui jouent aient un objectif de jeu. C'est-à-dire, c'est quoi les conditions de victoire, c'est quoi le déroulé du jeu. Voilà. Donc on est vraiment là dans le plus purement ludique. Une fois qu'on a fait ça, et ben, il y a un peu quatre choses qui viennent rentrer en compte. Déjà le matériel. Quel matériel on va utiliser, parce que ça dépend aussi beaucoup du budget. Donc voir quel budget vous avez pour créer un jeu. Parce que contrairement à ce qu'on croit, créer un jeu c'est très difficile. C'est pas si simple que ça. Donc quel budget on a, donc ça va impacter le matériel qu'on va. Voilà, si vous voulez une tablette, si vous voulez des choses numériques, ça coûtera forcément plus cher. Si vous voulez des cartes, bah, ça coûtera moins cher. Si vous voulez des pions, juste des pions, ça s'achète, ça coûte 3 fois rien, même en bois. Donc voilà, le matériel. Autre chose, c'est l'histoire, l'immersion. Quel est le contexte, dans quel univers on est, qu'est-ce qu'on raconte en fait, comment on fait venir les joueurs et les joueuses dans le jeu. Donc ça, c'est hyper important. Si on pose les choses comme ça, on est joué, bon, ça sera moins bien perçu que là, par exemple, on a testé un Monopoly des inégalités de l'Observatoire des inégalités. Bon, bah, il faut toujours introduire, on va dire, le jeu. Donc, pourquoi on joue, à quoi on joue, comment on commence le jeu, etc. Après, bah, il y a toute la partie mécanique. Ouais. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir savoir qu'est-ce que vous voulez faire réaliser à vos joueurs. En termes d'interaction, est-ce qu'ils jouent seuls? Est-ce qu'ils sont en compétition? Est-ce qu'ils sont en coopération? Est-ce qu'ils ont le droit de parler? Est-ce qu'ils doivent faire appel à des compétences particulières? Donc tout ça, ça va mobiliser des mécaniques spécifiques. Alors des mécaniques, il y en a beaucoup. Hein. Moi, je pars du principe souvent que on arrive avec 3 mécaniques distinctes, on peut déjà créer quelque chose qui est assez costaud en termes de jeu, mais des fois il en faut plus. Et puis bah, ce qu'il faut aussi, c'est la dernière pierre, c'est qu'est-ce qu'on en fait en fait après. Donc c'est la notion de débrief derrière et la notion d'animation. Comment on anime ce jeu, cette phase de jeu, ce game design? Parce qu'il y a des jeux qui sont auto-portés, on les met au milieu de la table et puis les gens ils disent hop, tout est prévu dans le jeu pour qu'ils soient en autonomie. Il y a des jeux où on a besoin d'être un peu en retrait, regarder comment ça se passe parce qu'on est dans une posture d'observateur ou d'observatrice. Donc on va venir aider de temps en temps, mais avec du recul. Et puis après, ça va nous servir aussi pour le débrief après la phase de jeu. Il y a des jeux où on est animateur du jeu, concrètement. Je pense à des jeux de rôle, par exemple. On va animer, injecter des choses en temps réel. Et puis, il y a aussi des jeux où on est joueur et joueuse avec les joueurs et joueuses. Alors, avec différents rôles, ça peut être des rôles cachés, ça peut être quelqu'un qui est bienveillant ou quelqu'un qui joue la banque, si on parle de ce type de jeu-là. Ça peut être des rôles distincts, mais voilà, on peut être joueur ou joueuse avec les participants. Donc, en termes d'animation, il faut toujours réfléchir à qu'est-ce que l'on veut pour bien concevoir un game design. Et puis après, bah, bien sûr, les éléments de débrief, les éléments de fond qu'on va apporter. On joue, ça c'est bien, ça c'est important. Il faut sanctuariser ce temps de jeu et après bah, il y a un temps où on va discuter. Qu'est-ce que le jeu nous a apporté? Est-ce que le jeu nous a sensibilisé à des choses? Est-ce que ça vous a apporté des réactions? Quelles ont été vos réactions? Comment on les a observées? Pourquoi vous avez joué contre un tel ou avec un tel? Tu vois, c'est plein de questions qu'il faut un petit peu identifier au préalable quand on conçoit le jeu. Et est-ce que tu trouves que c'est important aussi d'avoir des retours par rapport aux jeux que tu as créés ou qui sont dans le cadre de tes thématiques pour un peu les améliorer, toujours être dans cette quête d'amélioration continue, si je peux dire ça comme ça? Oui, tu peux le dire, oui, tout à fait, c'est le mot. C'est indéniable. Pour créer un jeu, il va y avoir 15 000 phases de test. Donc, parce que vous avez des biais si vous réfléchissez seul.
Donc il va falloir aller proposer votre jeu. Je l'ai fait, là j'ai fait une séance de test il y a 2 semaines. Donc j'avais vu des trucs qui se sont bien marchés et d'autres je n'avais pas du tout envisagé ça avec les joueurs que j'avais. Donc déjà on va les gros points manquants, hein. Il y en avait un en particulier. Donc j'ai pu tout de suite dire ah waouh, j'avais oublié ça, et comment je le matérialise sur le jeu. Oui. Ça c'est et puis après c'est forcément voilà, tout ce qui est intelligence collective. Les autres vont vous apporter beaucoup. Comptez sur les autres pour créer vos jeux. Et puis après il y a la finesse, hein, le matériel, hein, j'aurais vu ça comme ça, ah, j'ai du mal à l'utiliser, c'est trop petit, c'est trop gros. Il y a plein de paramètres comme ça que vous allez tester. Alors vous pouvez vous faire une petite liste de questions aussi. Ça c'est un bon conseil que je peux vous donner. Comment ils ont ressenti le jeu, qu'est-ce qu'ils retirent de l'expérience, voilà, tout ce qui est un peu subjectif, voilà, qu'il est difficile aussi dans les émotions, si vous jouez sur les émotions, ça c'est hyper important. Donc oui, la création d'un jeu, ça peut prendre, en termes de encore concept, prototype abouti, peut-être 1 an, hein, des fois sur certaines choses, hein, selon la difficulté de votre jeu, la complexité de votre jeu. Donc préparez-vous à faire des tests et avec des joueurs et des joueuses différentes, pas forcément les gens qui vont jouer à votre jeu, pas forcément avec des gens qui ont l'habitude de jouer d'ailleurs, selon l'objectif de votre jeu, avec des gens qui ont l'habitude, mélanger différentes personnes, un panel assez large pour avoir le plus d'infos, de retours qui vont permettre de construire idéalement votre prototype plus. Est-ce que tu peux me dire un peu c'est quoi ton jeu préféré, ton jeu qui t'a marqué? Ah, il y en a beaucoup, mais alors, juste en jeu sérieux, il y a Carbonic, je ne sais pas si vous connaissez. Carbonic, c'est un tout petit jeu qui est fait par l'Éclat. Alors je vous invite à regarder cette petite maison d'édition qui est sur Marseille. Donc Carbonic, c'est un jeu avec... on a des petites cartes et dessus il y a une activité et au dos il y a ce que ça génère en CO2 ou en équivalent émission CO2. Donc ça c'est intéressant parce que c'est un petit jeu qui est pas juste tiens je découvre hop derrière, mais on va aller essayer de deviner, récupérer les cartes et les poser soit pour soi, soit sur les autres, parce que quand on récupère une carte qui génère beaucoup de CO2, bah, paf, on le met sur l'autre, quoi. Et j'aime bien ce côté où on a quelque chose de sérieux, mais on va jouer, quoi. Et on va jouer à dégommer l'autre aussi, quoi. Donc il y a une interactivité une interaction qui est forte, qui est intéressante, tout en découvrant que avoir un pavillon secondaire à Melun, eh ben, c'est énorme en termes d'empreinte carbone, que prendre le train c'est beaucoup moins que la voiture. Forcément, ça on sait aussi que la production d'une voiture électrique coûte plus en carbone, mais son usage moins. Voilà, il y a des petites subtilités. On peut parler d'énergie aussi, c'est assez compliqué, mais l'énergie nucléaire ne produit pas de CO2, donc ça, il y a des approches et des questions même philosophiques entre les personnes qui peuvent... voilà, donc Carbonic, un tout petit jeu qui coûte 3 fois rien, 25 € je crois, de mémoire, et qui peut tout de suite servir à sensibiliser les gens sur l'empreinte carbone. C'est celui qu'on avait testé au mois de l'innovation publique 2023 ? Ouais, tout à fait. Et on pourra le retester au mois d'innovation publique 2024. Et il est testé aussi à la Semaine européenne de développement durable. Donc voilà, on l'utilise beaucoup avec des agents dans le cadre de nos murs de la région Bourgogne-Franche-Comté. Un deuxième jeu, je l'ai là, alors vous connaissez peut-être Top 10. Donc, Top 10, c'est un jeu qui existe dans le commerce, c'est un Top 10 normal, on va dire. Il y a le Top 10 18+, avec des questions un peu, voilà. Mais il y a aussi Top 10 Pro. Alors le jeu est un peu cher parce qu'il coûte 44 à 50 € selon là où on l'achète. Mais alors ça, je trouve qu'il est très très bon. Alors il a été conçu avec bien sûr la maison d'édition de Top 10 et Pluricité, hein, c'est un cabinet qui travaille justement sur les notions sociales, d'interaction, de cohésion, etc. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va travailler différents sujets plus professionnels. Alors ça passe par des brise-glaces, de la cohésion d'équipe, mais aussi de la qualité de vie au travail, le mode projet. Voilà, donc on est avec des vraies questions spécifiques. Alors Top 10, si vous ne connaissez pas, en fait, il y a une question qui est posée et qui va dire, voilà, est-ce que
Voilà, vous voulez améliorer la cohésion dans votre équipe, qu'est-ce que vous proposez comme solution de la plus simple à la plus compliquée. Voilà. Et donc les gens vont avoir un numéro qui leur est attribué de 1 à 10 et ils doivent proposer une solution selon le numéro qui leur est attribué. Je l'ai testé avec des personnes qui ne jouaient pas, c'est-à-dire des aides de cuisine. C'est pas du tout la cible a priori pour jouer à des jeux. Et au début c'était un peu difficile parce qu'elles ne connaissaient pas le jeu. Mais après elles sont bien rentrées dans le truc, elles se sont lâchées, elles ont proposé des idées, etc. Et ce qui est toujours intéressant, c'est au-delà du jeu et de la question qui est posée, au final on peut se dire tiens, finalement cette idée-là, je ne l'avais pas imaginée pour mon service, mon équipe, ou voilà, je vais la garder. Il y a quelqu'un qui l'a proposé, dans le cadre d'un jeu, je la garde quand même et je repars avec, quoi. Donc ça peut être assez intéressant et ça marche du feu de Dieu, quoi. Top 10, c'est un très très bon jeu, quoi qu'il arrive, si vous voulez l'acheter de manière ludique. Voilà, donc Top 10 Pro, je crois que c'est 44-50 euros. Voilà, et ça marche très bien. Vous pouvez jouer pendant 1 heure, 1 heure et demie maximum, mais voilà, on peut pas faire toutes les questions nécessaires parce qu'en fait, quand vous vous trompez, vous transformez des licornes en caca. Voilà, ça, c'est très intéressant, quoi. Ou alors prendre le top 10 basique et le transformer avec nos propres idées. Tout à fait, ça revient à moins cher. Oui. Là, il faut concevoir les questions. C'est différent. Ouais, non, mais ça peut se faire. On l'avait acheté au début quand celui-là n'existait pas, et du coup on a proposé des questions autres, spécifiques à tel ou tel sujet. Donc tout à fait. Il n'y a pas besoin, vous pouvez même le concevoir. Une fois que vous connaissez le jeu, vous pouvez même faire les choses vous-même. Il faut juste des jetons licornes qui se transforment en caca et c'est tout, quoi. Et des cartes qui vont de 1 à 10. Et les cartes questions. C'est assez basique en fait. Mais oui, le principe un peu collaboratif comme ça, je trouve ça quand même intéressant. Ouais. Plus que compétitif. Ouais, je préfère. Mais ce que je préfère, c'est le semi-compétitif ou semi-coopératif. C'est-à-dire que vous avez un système où soit les gens pensent qu'ils sont en compétition et en fait, il faut coopérer pour gagner. Ou soit on leur met, vous êtes en coopération, mais en fait, non, il faut vraiment faire des crasses aux autres pour gagner. Donc, et là, l'équilibre est intéressant parce que finalement, ça se rapproche plus de la réalité. On n'est jamais 100% coop ou, j'espère, pas 100% compétitif.